Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui avait dû se passer la semaine dernière mais qui au final se passe aujourd'hui. Depuis toujours je suis intéressé par la mythologie grecque et bien évidemment par son antiquité et plus précisément par Sparte parce que oui, Sparte pour moi c'était la cité parfaite à l'époque. Donc aujourd'hui on va se plonger dans la fabuleuse histoire de cette cité, de voir un petit peu comment les gens à l'époque vivaient à l'intérieur de cette dernière et pour commencer donnons une simple définition. Sparte est une ancienne ville grecque du Péloponnèse qui existe encore de nos jours et qui compte plus de 18 000 habitants. Située sur l'Eurotas, principal fleuve de la Laconie, elle était sans doute l'une des cités-états les plus puissantes pendant l'Antiquité avec Athènes et Thèbes. Et pour l'anecdote, Sparte est bel et bien la seule cité qui soit dépourvue de murailles car comme le dit Lycurgue, l'un de ses législateurs les plus célèbres, une ville bien défendue est celle qui est entourée d'un mur d'hommes et non d'un mur de briques. Donc on peut déjà le remarquer maintenant, mais cette cité n'a rien à voir avec quelque chose de commun qu'on peut trouver partout, mais plutôt quelque chose d'épique. Alors sans plus attendre, c'est parti, partons à la découverte de l'histoire de Sparte. Selon la mythologie, ce sont les deux jumeaux Eurysthenes et Proclès, fils d'Aristodème, qui sont à l'origine des familles royales de Sparte. Une autre tradition en fait même des Héraclides, qui sont tout simplement les enfants d'Héraclès, ce qui correspond parfaitement à l'image qu'on pourrait se faire d'un Spartiate, cependant gardons la mythologie de côté pour nous concentrer sur des faits beaucoup plus réels. Dans l'ensemble, la majeure partie des vestiges qu'on a pu retrouver sur la Laconie reste assez rare et disparate. Et bien que les plus anciennes traces remontent au milieu du 6e millénaire avant Jésus-Christ, c'est lors des âges obscurs que Sparte connaîtra le début de son histoire. Vers 1100 avant Jésus-Christ, la région recevra un flux de nouveaux arrivants, les Doriens étant l'une des 4 ethnies majeures de la Grèce à cette époque. Ces derniers entreront dans le pays par l'Illyrie et l'Épire. Une partie d'entre eux passera par l'Étolie, traversant le golfe de Corinthe, posera son pied dans le Péloponnèse, puis fondera la ville de Sparte dans l'Eurotas. C'est d'ailleurs ce passage de l'histoire qui va donner naissance au mythe des Héraclides et du fameux retour de ces derniers. Cependant, au contraire de la légende, ce n'est pas des guerriers qui arrivent cette fois-ci, non, ce sont bel et bien de simples arrivants. Mais attention, parce que Sparte ne devient pas tout de suite la grande cité que l'on connaît. En effet, Sparte est minée par des dissensions internes pendant un long moment. Il faudra attendre les réformes de Lycurgue au 7e siècle avant Jésus-Christ pour observer un véritable tournant dans son histoire. À partir de cet instant, tout sera fait pour renforcer la puissance militaire afin que Sparte devienne enfin la cité hoplitique par excellence. C'est justement ce qu'elle va montrer, puisqu'elle va soumettre la Laconie intégralement et créer plusieurs alliances inégales avec des villes voisines. Et c'est d'ailleurs grâce à ces alliances que Sparte va essayer de renverser les Pisistratides, qui sont les descendants du tyran d'Athènes. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui plaira aux Corinthiens, qui lorsqu'ils l'apprennent vont tout simplement faire demi-tour. Et oui, c'est l'un des premiers coups durs pour Sparte, puisqu'elle n'a pas pu mener à bien son plan. On va appeler d'ailleurs cet épisode le divorce d'Éleusis. Et pour éviter une nouvelle déconfiture, Sparte va réunir tous ses alliés lors d'un congrès en 505 afin de pouvoir peut-être potentiellement atteindre Athènes. L'objectif étant simple, rétablir le tyran Hippias à Athènes pour faciliter les choses avec cette ville, mais malheureusement ça ne fonctionnera pas. Et oui, l'opposition a été tellement grande de la part de ses alliés que Sparte a tout simplement renoncé. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans ce congrès. Autant étonnant que cela puisse paraître, ce congrès marquera la naissance de la Ligue du Péloponnèse et permettra donc à la cité de se retrouver sans rival en ce début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et là on va entrer dans une dimension totalement différente puisqu'on va parler de guerre et plus précisément des guerres médiques. Alors dit comme ça, les guerres médiques ne doivent pas forcément vous dire quelque chose, mais par contre si je vous dis Léonidas, Thermopyle, là il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une matière qu'on peut travailler. Dès le 6e siècle, Sparte se montrera grandement intéressée par l'Asie mineure. Preuve étant qu'elle va même conclure une alliance avec Crésus, dernier souverain de la dynastie des Mermnades et roi de Lydie. Mais au début du règne de Cléomène Ier, elle se montrera plus isolationniste, refusant alors d'appuyer la révolte des cités d'Ionie contre les Perses, et tout ça pour consolider son empire. Puis en 491 avant Jésus-Christ, quand Cléomène parvient à se débarrasser de Démérate, ancien souverain de Sparte, les choses changent. Les Spartiates vont alors jeter les
envoyés de Darius Ier dans un puits, ces derniers étant venus quémander une offrande symbolique de terre et d'eau. Ils dépêcheront ensuite des renforts aux Athéniens qui, malheureusement, en raison de la fête des Carnéa, donnée en l'honneur d'Apollon, arriveront trop tard pour Marathon. Puis en 481 avant Jésus-Christ, quand Xerxès réclamera à nouveau des terres, Athènes et Sparte exceptées, c'est à Sparte que l'on confiera la tête de la Ligue panhellénique qui regroupera l'ensemble de la Grèce afin de vaincre le tyran. Et après avoir renoncé à défendre la Thessalie, les Spartiates menés par Léonidas défendront le défilé des Thermopyles, ce qui retardera considérablement l'avancée des Perses et permettra ainsi à la flotte de se replier à Salamine. Et finalement, la guerre se terminera en 479 avant Jésus-Christ et ça sous commandement spartiate. Mais même si la cité guerrière est très contente de cette victoire, elle n'est pas pour autant débarrassée de cette inquiétude qu'elle a envers les Athéniens. Et poussée par ses alliés d'Égine et de Corinthe, elle va même aller jusqu'à interdire à Athènes de reconstruire ces murailles qui ont été détruites pendant la guerre. Ce qui va un peu pousser les Athéniens à quitter la ligue actuelle où tout le monde était un petit peu regroupé sous la bannière spartiate et à créer sa propre ligue, celle de Délos. Et cette action va fortement provoquer Sparte qui va vouloir commencer une guerre mais qui au dernier moment va renoncer. Alors n'allez pas croire que les Spartiates ne vont trouver aucun prétexte pour commencer une guerre contre Athènes puisque cette dernière va commencer en 457 avant Jésus-Christ, donc c'est-à-dire pas forcément longtemps après. S'en suivra alors une série de victoires des deux côtés qui aboutira finalement 6 ans plus tard à une paix de 5 ans avec des relations plus que tendues. Plus tard, en 446 avant Jésus-Christ, la révolte de Mégare et de Leucée relancera finalement le conflit et malgré la crainte de voir Athènes sortir de son statut de brillante seconde de Sparte, les Spartiates ne sont en aucun cas enthousiastes à l'idée d'une guerre qui s'annonce très longue. Et c'est un petit peu le cas de le dire puisque cette guerre va durer quasiment 27 ans. 27 ans, c'est énorme. Alors on ne va pas aller dans les détails de cette guerre, mais disons qu'elle a quand même fait trembler le pays pendant ces longues années de conflit. Mais à présent, on va se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus calme, je parle de la vie dans la cité de Sparte. Comme dans toutes les cités, à Sparte, on retrouve plusieurs classes sociales. Il y a notamment celle des citoyens qui sont les seuls individus à détenir des droits politiques, ce sont les Spartiates à proprement parler. Et pour devenir citoyen, 4 conditions doivent être réunies. Être issu d'un citoyen et d'une fille de citoyen, les bâtards étant tout simplement distingués des autres à part entière, avoir subi l'éducation spartiate, puis avoir participé au repas collectif que l'on appelle aussi syssitie, et bien évidemment posséder un domaine. Maintenant, si vous ne remplissiez aucun de ces critères, il est clair que vous étiez un non-citoyen, c'est-à-dire un ilote. Ces derniers sont des paysans de Sparte, mais détrompez-vous, ce ne sont en aucun cas des esclaves. On pourrait les comparer aux serfs du Moyen-Âge, et leur travail consistait à cultiver le domaine des citoyens, et ils pouvaient bien évidemment se marier et avoir des enfants. Exceptionnellement, ils étaient enrôlés pour combattre et pouvaient même être par la suite totalement affranchis. Ah, et il faut noter une chose très importante, c'est que les ilotes étaient clairement plus nombreux que les citoyens, ce qui donnait le cours à des choses un peu plus étranges en fait. En effet, craignant leur révolte, les Spartiates leur déclaraient la guerre chaque année, les avilissant en permanence et les terrorisant. De la même façon, les habitants du pourtour, appelés aussi Périèques, étaient libres mais appartenaient tout de même à l'État et pouvaient eux aussi servir dans l'armée. Et avant toute chose, il faut savoir qu'à Sparte on pratiquait l'infanticide, c'est-à-dire qu'on regardait si tu étais bien constitué, si tu étais parfaitement en bonne santé, et si ce n'était pas le cas, on te lançait du haut d'une falaise, et si c'était le cas, que tu étais très bien, eh bien tu pouvais survivre. Alors oui, je sais, ça semble très archaïque, mais c'était Sparte. Les jeunes consacrent leur temps au métier des armes et aux divers sports tels que l'athlétisme et les sports hippiques étant d'une grande importance pour la cité. Il n'y avait qu'à observer les Jeux Olympiques pour constater que dans la majorité des disciplines, les Spartiates étaient souvent les meilleurs. Mais à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, l'éducation changera radicalement de nature pour devenir l'agogé. À 7 ans, l'enfant est enlevé de sa famille sous l'autorité d'un magistrat. Il apprendra alors à lire et à écrire ainsi qu'à chanter, le reste de la formation ayant pour but de l'endurcir, il devra se battre, marcher en formation, survivre dans la nature et surtout obéir aveuglément à ses supérieurs. Étant pris en charge jusqu'à ses 20 ans, le garçon est rasé et vêtu d'un seul et unique manteau par an afin de mettre l'accent sur la discipline et la rigueur. La sous-alimentation n'arrangera pas les choses étant donné qu'elle forcera à voler de la nourriture pour survivre et s'il avait réussi à endurer tout cela, le jeune garçon pourra devenir enfin citoyen. Et à présent, nous allons passer à une catégorie des plus importantes pour la société spartiate, je parle de la femme. Car oui, si vous ne le saviez pas, les femmes de Sparte étaient connues pour avoir le plus de liberté dans toute la Grèce antique.
Pour ceux qui vivaient hors de la ville, on disait même qu'elles contrôlaient leur mari et qu'elles vivaient dans la promiscuité. Même si cette idée était fausse, les femmes étaient assez semblables aux hommes. Elles aussi bénéficiaient d'une éducation dès leur plus jeune âge, mais à la différence des hommes, c'était aux côtés de leur mère. Leur formation étant principalement de nature sportive, il n'était pas rare de voir les femmes s'entraîner tout comme les hommes nus, ce qui entraînait souvent la moquerie des Athéniennes. Bien sûr, cet apprentissage comprenait aussi la musique et la danse, qui étaient à l'époque indispensables pour les fêtes religieuses, ce qui fait qu'en ce temps, Sparte n'était autre que la capitale musicale du pays. De plus, les femmes spartiates se distinguaient par un autre privilège que leurs rivales d'Athènes ne disposaient point, le mariage. Alors qu'on me comprenne bien, tout le monde pouvait se marier à l'époque. Cependant, à la différence des Athéniennes, qui devaient se marier à l'âge de 15 ans avec quelqu'un qui avait le double souvent, eh bien, les Spartiates se mariaient rarement en dessous de 18 ans, et c'était souvent avec un homme du même âge. On peut aussi évoquer le fait que la fidélité n'était pas forcément une obligation étant donné que la femme pouvait voir d'autres hommes et même avoir des enfants avec ces derniers, bien évidemment sous l'approbation de son mari de base. Donc on peut dire que c'était quand même assez progressiste même si le mari avait toujours le dernier mot. On peut pas tout avoir finalement. Après, cela n'empêche pas que le mariage en lui-même soit assez spécial. En effet, la tradition voulait qu'on enlève la future mariée, qu'on lui rase le crâne et l'habille en homme pour finalement la laisser dans une pièce sans lumière afin que son mari la rejoigne après avoir quitté le banquet discrètement. Ouais. Ah bah je vous l'avais dit, hein, c'est assez spécial. Et maintenant qu'on a parlé de tous les habitants qu'on pouvait trouver à Sparte, eh bien il est temps de parler des rois, parce que oui, il n'y avait pas qu'un seul roi qui gouvernait, il y en avait deux. Depuis la réforme de Lycurgue au 7e siècle avant Jésus-Christ, la ville possède deux rois, supposés égaux. L'un d'eux faisant partie de la famille des Agiades et l'autre de celle des Eurypontides, leur pouvoir était aussi militaire que religieux. Au début, pouvant attaquer le pays de leur choix, leur pouvoir était alors collégial. Ce n'est qu'avec le divorce d'Éleusis qu'un roi pouvait mener des campagnes sans le consentement de l'autre. Mais on ne peut décemment parler des rois sans évoquer les Éphores. Se comptant au nombre de 5, ils constituent de véritables antagonistes à ces derniers. La date de leur formation est inconnue, leur nom signifie surveiller et leur charge est donc d'observer les rois et les habitants de la cité. Ils peuvent alors infliger des amendes, ordonner des exécutions, des peines de prison et cela même aux rois. Et le pire, c'est qu'ils sont souvent choisis parmi les citoyens modestes, ce qui donne d'eux une image d'égalitarisme dans la société spartiate, mais aussi celle d'un pouvoir colossal qualifié tyrannique par Aristote. Et oui, les Éphores étaient clairement considérés comme un pilier central du pouvoir à Sparte et même des fois en dessus du pouvoir des rois, ce qui est quand même assez incroyable lorsque tu sais d'où ils viennent. Que ce soit par une société considérée comme progressiste, par sa politique assez importante, et qui plus est par une armée incroyable, Sparte fait encore vibrer les esprits. Donc je pense que tout comme moi, vous pouvez comprendre à quel point écrire cette vidéo a été un pur plaisir. Dans tous les cas, j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi, et nous de toute façon on se revoit la semaine prochaine dans une vidéo avec un sujet autant intéressant, j'espère. Alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.